Et bonsoir, nous voici comme tous les jeudis pour la lecture hebdomadaire d'un livre. Donc, nous avons terminé la semaine dernière le fameux livre « La vie n'est pas la vie ». Ce soir, nous débutons un nouveau livre, « L'apothéose humaine, une idole au cœur du mythe de la modernité ». Il a été écrit par l'abbé Olivier Rioult, des éditions des Cimes, collection Politica. Donc, le résumé du livre. Au son de la fanfare démocratique et dans un tintamarre assourdissant, l'homme enivré de ses droits s'est donné une nouvelle loi digne de sa personne. Sa volonté s'est déclarée souveraine. Je répète, la sienne. Sa volonté s'est déclarée souveraine. Donc ça va totalement à l'inverse de cette prière, Père, que ta volonté soit faite, non pas la mienne, mais la tienne. Donc sa volonté s'est déclarée souveraine. Ceci a été proclamé à la majorité et gravé pour la postérité. Mais pour arriver à ce couronnement et à cette élévation qui lui valent désormais les honneurs divins, l'homme a dû tuer son être intérieur. Il a dû étouffer et sa raison et sa conscience. Cette prétention et ce pouvoir nouveau sont les signes d'une mort certaine, celle de l'âme. Je répète cette phrase, cette prétention et ce pouvoir nouveau sont les signes d'une mort certaine, celle de l'âme. Dans cet essai solidement documenté, l'abbé Olivier Rioult touche au domaine politique, philosophique et religieux pour étudier et dénoncer la triste réalité de notre époque. Il explique comment le monde moderne, dirigé par la Trinité idolâtrique, liberté, égalité, fraternité, va vers le chaos. Les courts et synthétiques chapitres de ce livre se proposent comme étant d'armes efficaces pour comprendre et abattre cette vaine et monstrueuse idole. Plusieurs ouvrages qui ont été publiés par l'abbé Olivier Rioult. Donc, en 2012, il a écrit le livre, il a publié le livre Jeanne d'Arc, Histoire d'une âme. En 2013, il a publié Jean-Bastien Thierry, De Gaulle et le tyrannicide. En 2013, il a publié L'impossible réconciliation par les éditions Sainte-Jeanne d'Arc en 2013. Et en 2014, il a publié De la modestie des éditions Sainte-Jeanne d'Arc. Voilà. Ce livre a été publié, je vous dis pas de bêtises, il a été publié en 2015. Donc c'est les éditions des Cimes, Paris 2015. Plusieurs définitions pour commencer, d'après le petit Robert. L'apothéose, du latin apthéosis et du grec apo, séparation, et de théos, Dieu. Donc apothéose, séparation de Dieu. Déification des empereurs romains et des héros après leur mort. Divination, mettre au rang des dieux, être reçu parmi les dieux. Il parle bien de plusieurs dieux, alors qu'il n'y en a qu'un. Humaine, du latin homo, homme, de l'homme, propre à l'homme. L'homme est ce qui appartient à l'homme. Idole, du grec, et idolon, image, représentation d'une divinité que l'on adore comme si elle était la divinité elle-même. Personne ou chose qui est l'objet d'une adoration. Mythe, du grec, mythos, récit. Récit fabuleux qui met en scène des êtres incarnant des forces de la nature, des aspects de la condition humaine, pure construction de l'esprit. Quand on dit à quelqu'un que c'est un mytho. Image, simplifiée, souvent illusoire d'un groupe humain.
Je relis cette phrase. Image simplifiée, souvent illusoire qu'un groupe humain élabore ou accepte au sujet d'un individu ou d'un fait, et qui joue un rôle déterminant dans leur comportement ou leur appréciation. Donc, prologue. La plupart des erreurs viennent moins de ce que les hommes raisonnent mal en partant des principes vrais que de ce qu'ils raisonnent bien en partant de principes faux. Or, parmi les idées qui sont à la racine des convulsions actuelles, il semble que l'une des notions les plus maltraitées et qui éveille pourtant l'intérêt le plus aigu soit le culte de la dignité humaine et de ses prétendus droits. Il semble que l'homme en est devenu à ce point jaloux qu'il les a divinisés. L'homme s'est-il vraiment fait Dieu? L'homme est-il vraiment devenu l'idole de l'homme? Son apothéose l'a-t-elle poussé à adorer en lui ce qui était haïssable? Cache-t-elle en fait les faiblesses et les défauts de l'homme? Lui a-t-elle tourné la tête au point de le faire sombrer dans un délire passionnel et mortifère? Devant ces questions, comme devant tout problème, l'humanité se partage en 3 classes d'hommes: les pour, les contre et les indécis. La philosophie des indifférents peut se résumer à mais si ça lui fait plaisir, ou à tant qu'il n'y a pas de préjudice pour autrui. Ils pensent ainsi être les plus grands réconciliateurs du genre humain. Ils n'aiment pas, mais ils ne détestent pas non plus. Leur présence se veut neutre. Mais cette souveraine tolérance est d'une inconsistance insupportable. Elle cache en fait une grande déficience dans les relations humaines, car quand on tolère tout, on se moque de tout. Il reste donc 2 classes d'hommes vraiment intéressantes, les pour et les contre. Les départager n'est pas une mince affaire, car grâce à la magie des mots, on peut parler de progrès, alors qu'on recule, de mélodie au lieu de bruit, et d'élévation quand on se dégrade. Une fausse libération devient alors une authentique servitude. Et ce qui avait d'abord séduit peut s'avérer en fin de compte funeste. De plus, les pour reprochent souvent aux contre d'être antipathiques ou aigres, d'être fermés au monde, de toujours vouloir moraliser, etc. Les contre, en revanche, accusent les pour de ne pas être sincères, d'être trop sensibles et de se laisser berner par des valeurs futiles, nées d'hier et mortes aujourd'hui. Bref, l'homme tient facilement pour sagesse sa propre ignorance. En fait, peu importe que ce soit pour ou contre. Ce qui importe, ce n'est pas moi. C'est ce qui est, la réalité, ou sans mon assentiment. Je relis cette phrase. En fait, peu importe que je sois pour ou contre. Ce qui importe, ce n'est pas moi. C'est ce qui est, la réalité avec ou sans mon assentiment. C'est pourquoi, pour traiter sainement de la dignité humaine, de son idolâtrie et de son apothéose, il est nécessaire de prendre le temps d'observer le monde dans sa réalité. Après l'observation des faits, on pourra essayer de trouver les causes du phénomène constaté, et seulement alors on pourra tenter d'y remédier par une thérapie adaptée. L'ouvrage se divisera donc en 3 parties. Des faits, que tout le monde peut constater, des causes, que tout le monde peut comprendre, et des remèdes, que tout le monde peut suivre. L'observation des faits sera d'autant plus facile que le monde moderne a des principes appliqués avec rigueur. Ainsi, plus le temps passe, plus les conséquences de ces idées sont visibles. Chaque chapitre portera successivement un regard sur l'école, la famille, les métiers et l'économie. Dans tous ces domaines de la vie humaine, le constat alarmant, venant d'ailleurs aussi bien des gens pour que des gens contre, est le même. Notre société souffre d'une incapacité récente à transmettre le patrimoine humain.
Et le syndrome en cause, dans les 4 domaines étudiés, est identique. On pourra le nommer syndrome de la liberté, égalité, fraternité. Dans une deuxième partie, nous chercherons les causes de ce phénomène et ses origines morales, philosophiques, politiques, historiques et psychologiques. Nous connaîtrons alors les racines du mal et ses effets. Autrement dit, nous connaîtrons les tenants et les aboutissants du plus imposant mythe politico-religieux de l'histoire humaine. Les causes morales seront vues à propos de la piété filiale. Transmettre un patrimoine exige des qualités aussi bien de celui qui donne, et il s'agira de la fidélité, que de celui qui reçoit, et il s'agira de la docilité. Les causes philosophiques et politiques seront étudiées à travers les concepts de révolution et de bien commun. La transmission d'un patrimoine dépend en effet de l'idée qu'on se fait du bien humain. Soit ce bien humain est complet et il englobe les biens spirituels, soit il est mutilé et il se borne aux biens matériels. Les causes historiques, elles, se limiteront principalement à une vue de la Révolution de 1789. Bien plus qu'une révolte, la Grande Révolution a prétendu changer la nature humaine. Elle a voulu construire une civilisation fondée sur des principes nouveaux. C'est pourquoi, après une phase nécessaire de destruction de l'ancien monde, elle a voulu reconstruire un monde moderne, où la volonté humaine aura valeur de volonté divine. Le chapitre sur l'être et le néant nous montrera le lien logique et mortifère qui existe entre d'une part l'impiété, l'ingratitude, le refus de se reconnaître débiteur, et d'autre part la fuite du réel, la négation de Dieu et la mort de l'intelligence qui est comme attirée par l'absurde. Fort de ces aspects, nous serons en mesure de juger sous son vrai jour la liberté, égalité, fraternité, devise et syndrome qui caractérisent la civilisation moderne. Il s'agit bien là d'une divination de l'homme dans ce qu'il a de plus matériel et de plus déréglé. Après ce travail d'analyse, une synthèse nous montrera alors la dimension théologique du syndrome liberté, égalité, fraternité, qui méritera bien alors le qualificatif d'idole des idoles. Il nous restera ensuite à bien cerner son influence sur chaque homme, dans l'Église et dans la société. Un chapitre sur la laïcité manifestera pourquoi l'idole liberté, égalité, fraternité, malgré le sentiment religieux de l'humanité, engendre nécessairement un monde sans Dieu. Le chapitre sur les deux cités nous montrera que la lutte inévitable entre ces deux mondes a ses racines dans une lutte interne entre l'esprit et le sens, entre le corps et l'âme, entre la voie de la raison et l'esprit charnel. Nous verrons ensuite rapidement comment cette idole a peu à peu infesté l'Église elle-même en pénétrant le sanctuaire lors du Concile Vatican II. Je relis cette phrase. Nous verrons ensuite rapidement comment cette idole a peu à peu infesté l'Église elle-même en pénétrant le sanctuaire lors du Concile Vatican II. Enfin, le culte des idoles étant le principe, la cause et la fin de tout mal, il nous restera à voir pourquoi le refus du divin entraîne la disparition même de l'humain. Pourquoi la renaissance tant vantée et le renouveau tant désiré ne sont qu'un retour au paganisme et à la barbarie. Pourquoi la modernité n'est en fait qu'une dissolution de la société humaine ou la transmission de la vie, du savoir-faire et de la prospérité est rendue de jour en jour plus difficile et parfois même impossible. Le connais-toi toi-même a fait place à ce point où transforme le monde, que l'homme est devenu un inconnu pour l'homme. Dans une troisième partie, nous exposerons les remèdes à cette tendance maladive et idolâtrique de l'homme. Ils se résumeront en fait à un seul, la sainteté, qui consiste en l'amour de la vérité. Je répète, ils se résumeront en fait à un seul, la sainteté, qui consiste en l'amour de la vérité. Le Rédempteur du genre humain
exposait lui-même ce double aspect médicinal de sa mission. Je suis né et je suis venu au monde afin de rendre témoignage à la vérité. Je relis cette phrase. Le Rédempteur, donc on parle bien de Jésus, le Rédempteur du genre humain, exposait lui-même ce double aspect médicinal de sa mission. Je suis né et je suis venu au monde afin de rendre témoignage à la vérité. Et je suis venu apporter le feu sur la terre, et que veux-je sinon qu'il s'allume? C'est dans la connaissance de la vérité que réside la perfection de notre intelligence. C'est dans la charité divine que réside la perfection de notre volonté. C'est dans la charité divine, dans l'amour divin, que réside la perfection de notre volonté. La vie, la liberté et notre béatitude en dépendent. C'est dans cette vérité et cette charité glorieuse, patrimoine confié par le Christ à l'Église pour l'humanité, qu'il faut puiser pour restaurer l'homme et la société dans leur vraie dignité. Le statuaire est le statut de Jupiter. Un bloc de marbre était si beau qu'un sanctuaire en fit l'emplette. Qu'en fera, dit-il, mon ciseau? Sera-t-il Dieu, table ou cuvette? Il sera Dieu. Même je veux qu'il ait en sa main un tonnerre. Comblé humain, faites des vœux. Voilà le maître de la terre. L'artisan exprima si bien le caractère de l'idole qu'on trouva qu'il ne manquait rien à Jupiter que la parole. Même l'on dit que l'ouvrier eut à peine achevé l'image qu'on le vit frémir le premier et redouter son propre ouvrage. Il était enfant en ceci. Les enfants n'ont l'âme occupée que du continuel souci qu'on ne fâche point leur poupée. Le cœur suit aisément l'esprit. De cette source est descendue l'erreur païenne qui se vit chez tant de peuples répandus. Ils embrassaient violemment les intérêts de leur chimère. Pygmalion devint amant de la Vénus dont il fut père. Chacun tourne en réalité autant qu'il peut ses propres songes. L'homme est de glace aux vérités. Il est de feu pour les mensonges. Je relis cette phrase. L'homme est de glace aux vérités. Il est de feu pour les mensonges. Jean de La Fontaine. Des faits. On ne peut pas perpétuer une civilisation où on ne peut pas perpétuer une civilisation où des gens de 12 ans font des enfants, où ceux de 15 ans s'entretuent, où ceux de 17 ans meurent du sida et ceux de 18 ans décrochent des diplômes qu'ils sont incapables de lire. C'est de Gingrich, président de la Chambre des représentants des USA. Depuis 1 an et demi que j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à l'état de l'éducation dans notre pays, en lisant tous les livres de témoignages d'instituteurs et de professeurs que j'ai pu trouver, en recueillant systématiquement tous les témoignages oraux ou écrits d'enseignants avec qui je peux être en contact, en interrogeant moi-même des jeunes pour jauger ce qu'ils savent ou ne savent pas, je suis arrivé à la conclusion que notre système éducatif public est en voie de destruction totale. Laurent Laforgue, membre du Haut Conseil de l'éducation. De l'école ou de la transmission du savoir. Le 16 novembre 2005, veille d'une session de travail du Haut Conseil de l'éducation, HCE, Laurent Laforgue, 39 ans, mathématicien, médaillé Fields 2000, professeur à l'Institut des hautes études scientifiques nommé au HCE par Jacques Chirac, envoyé au président de cette commission un courriel. En voici quelques extraits. Depuis 1 an et demi que j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à l'état de l'éducation dans notre pays, en lisant tous les livres de témoignages d'instituteurs et de professeurs que j'ai pu trouver, en recueillant systématiquement tous les témoignages oraux ou écrits d'enseignants avec qui je peux être en contact, en interrogeant moi-même des jeunes pour juger ce qu'ils savent ou ne savent pas, je suis arrivé à la conclusion que notre système éducatif public est en voie de destruction totale.
Cette destruction est le résultat de toutes les politiques et de toutes les réformes menées par tous les gouvernements depuis la fin des années 60. Ces politiques ont été voulues, approuvées, menées et imposées par toutes les instances dirigeantes de l'éducation nationale. C'est-à-dire, en particulier, les fameux experts de l'éducation nationale. Les corps d'inspecteurs recrutés parmi les enseignants les plus dociles et les plus soumis aux dogmes officiels. Les directions des administrations centrales, dont la DEP et la DESCO, DESCO. Les directions et les corps de formateurs des IUFM, peuplés de fameux dictatiens et autres spécialistes des soi-disant sciences de l'éducation. La majorité des experts des commissions de programme, bref, l'ensemble de la nomenclatura de l'éducation nationale. Ces politiques ont été inspirées à tous ces gens par une idéologie qui consiste à ne plus accorder de valeur au savoir et qui mêle la volonté de faire jouer à l'école en priorité d'autres rôles que l'instruction et la transmission du savoir. La croyance imposée à des théories pédagogiques délirantes. Le mépris des choses simples, le mépris des apprentissages fondamentaux, le refus des enseignements construits, explicites et progressifs, le mépris des connaissances de base couplé à l'apprentissage imposé de contenus fumeux et démesurément ambitieux. La doctrine de l'élève au centre du système qui doit construire lui-même ses savoirs. Cette idéologie s'est emparée également des instances dirigeantes, des syndicats majoritaires, au premier rang desquels le SGEN. Tous ces gens n'ont aujourd'hui qu'un but, dégager leur responsabilité et donc masquer par tous les moyens la réalité du désastre. J'avoue ne pas savoir s'ils étaient de bonne foi ou bien s'ils ont délibérément organisé la destruction de l'école. Je ne sais pas non plus lesquels parmi eux, une minorité de toute façon, n'ont pas participé à la folie collective, ni lesquels y ont participé, mais se rendent compte aujourd'hui des conséquences dramatiques des erreurs accumulées depuis des décennies et seraient prêts à repartir dans une meilleure direction. A priori, j'ai la plus extrême défiance envers tous les membres de la nomenclatura de l'éducation nationale. Les carences lexiques, éthiques, syntaxe rudimentaire ou inexistantes, ignorance de la grammaire de phrase, se sont généralisées ces dernières années et s'observent désormais chez la très grande majorité des élèves, vraisemblablement plus de 80% d'entre eux, et ce, quel que soit leur milieu social et leur attitude en classe. Bien sûr, la situation mauvaise en général l'est à des degrés divers selon le niveau linguistique et culturel de la famille. Mais c'est à l'oral plus qu'à l'écrit qu'apparaît cette différence. Le collègue ne remédie nullement à ces déficiences qui perdurent et parfois s'aggravent. On les retrouve au lycée et même dans les classes préparatoires. Je serai en mesure de proposer au HCE une liste d'experts dans toutes les disciplines en qui j'ai la plus grande confiance parce que tous sont des professeurs qui depuis des années se sont engagés pour le sauvetage de l'école et son redressement et ont réfléchi en profondeur aux problèmes posés. Pour moi, la question de départ qui est posée au HCE est la suivante. Voulons-nous voiler les yeux, ne pas voir l'état dans lequel se trouve l'éducation nationale et confier l'élaboration des avis qui nous sont demandés aux mêmes experts et responsables dont les politiques ont conduit au désastre actuel? Dans ce cas, autant ne pas avoir créé le HCE. Ou bien voulons-nous prendre la mesure de la situation, agir pour tenter un redressement et pour cela rompre radicalement avec toutes les j'arrive pas à lire le mot,
avec tous les hiérarques de l'éducation nationale, entendre les personnes indépendantes qui, depuis des années, tirent la sonnette d'alarme et réfléchissent aux moyens d'un tel redressement. Et travailler nous-mêmes avec l'aide de ces personnes à rédiger des avis sur lesquels les responsables politiques pourraient s'appuyer pour sauver notre système éducatif de la destruction complète et définitive. Le lendemain, Laurent Laforgue était prié de donner sa démission. Donc, suite à ce fameux courrier. Le lendemain, Laurent Laforgue était prié de donner sa démission. S'il est vrai que son parler était franc et que son discours était un peu rude à entendre, était-il faux pour autant? Le système éducatif public est-il vraiment en voie de destruction totale? Si oui, on comprend aisément la rudesse du langage de ce mathématicien. Les méthodes d'apprentissage. La France a découvert, il y a peu, l'illettrisme. Pour la première fois, en 1998, un rapport officiel remis au ministre de l'Enseignement scolaire, Ségolène Royal, reconnaissait que 25% des élèves au bas mot entrent en sixième avec un grave retard dans les apprentissages. Les élèves d'aujourd'hui font 2,5 fois plus de fautes pour le même certificat d'études que ceux de 1925. Et ils sont moins bons en calcul. On le sait désormais, les méthodes d'apprentissage de la lecture, en particulier les méthodes dites mixtes, naturelles ou semi-globales, sont largement responsables de ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler une catastrophe nationale. Le docteur Ghislaine Wettstein-Badour l'explique fort bien dans son livre « Lettres aux parents des futurs illettrés ». Selon qu'on traite une image ou un graphe, ce n'est pas la même zone du cerveau qui est sollicitée. Lorsqu'on analyse ou que l'on déduit, on décompose un tout en parties. Un signe, un symbole, un graphe. Et c'est le cerveau gauche qui agit. Lorsqu'on induit, que l'on imagine ou découvre par ressemblance, c'est le cerveau droit qui travaille. Or, par les méthodes dites globales, on ne contraint plus le lecteur à décortiquer le sens exact de ce qu'il lit en tirant les conséquences des lois orthographiques et grammaticales. On l'invite par liberté à construire ce sens à partir de ce qu'il comprend. Il doit redécouvrir lui-même la loi. Ces méthodes favorisent donc l'anarchie des neurones. Ce sont ces méthodes contre nature qui causent un mauvais câblage cérébral, car elles induisent l'enfant à traiter un graphe, cerveau gauche, comme une image, cerveau droit. L'enfant doit donc surmonter l'obstacle tout seul pour découvrir lui-même le lien entre ce graphe et ce son. C'est une perte de temps, une source d'erreur et de désordre, d'où l'illettrisme grandissant. De plus, mettre de l'ordre dans sa tête, c'est mettre de l'ordre dans sa vie. Je répète, mettre de l'ordre dans sa tête, c'est mettre de l'ordre dans sa vie. La méthode globale pousse au subjectivisme, tandis que la méthode syllabique est réaliste. Il s'agit de deux univers bien différents. Si le titre d'une image était « Les porcs mangent des pommes de terre », tandis que l'élève syllabique lirait cette phrase sans difficulté, l'élève global ayant son cerveau gauche atrophié choisirait par paresse la devinette et grâce à l'image, il pourrait inventer quelque chose du genre. Des cochons bouffent des patates. Mais écoutons le témoignage horrifié de Natacha Polony, jeune agrégée de lettres modernes, dans son livre « Nos enfants gâchés ». Le cerveau humain, qui n'a pas mis en place certains mécanismes dans les premières années, a peu de chances de pouvoir rattraper ce retard par la suite. Et un enfant qui n'a pas appris à lire en cours préparatoire n'y parvient généralement pas durant le reste de sa scolarité, quels que soient les dispositifs de
remédiation inventée pour compenser la défaillance initiale du système. Les méthodes d'apprentissage de la lecture, comme les exercices répétitifs ou le par cœur, qui font naître chez l'enfant des réflexes quant à l'orthographe ou la grammaire, forment le cerveau à un certain type de raisonnement logique. Pour le dire plus clairement, les règles de la grammaire française, la décomposition des mots dans la lecture syllabique, obligent à une analyse logique de l'objet, mot ou phrase, que l'on a en face de soi. C'est donc aussi, et peut-être surtout, cette capacité d'analyse que génèrent les exercices pratiqués à l'école primaire. Un enfant entraîné par la méthode globale ou semi-globale à deviner le mot par sa forme et le début de sa graphie, ainsi que par le contexte dans lequel il apparaît, est habitué dès son plus jeune âge à une sorte d'impressionnisme qui le condamne à ce manque de rigueur aujourd'hui flagrant chez nombre de lycéens ou d'étudiants. Employer un mot pour un autre, accumuler les fautes de grammaire, être incapable de distinguer les nuances entre les concepts, les notions ou les sentiments, et surtout ne pas savoir bâtir un raisonnement, telles sont les conséquences à terme d'un enseignement primaire détourné de ses missions. Pire, un enseignant dans un lycée de centre-ville a fait un test sur les 2 classes de seconde. Sur 60 élèves, 50 étaient incapables de distinguer, dans une phrase, la cause de la conséquence. Je relis cette phrase. Un enseignant dans un lycée, on ne parle pas d'école primaire, on ne parle pas d'école, on parle de lycée. Un enseignant dans un lycée de centre-ville a fait un test sur ces 2 classes de seconde. Sur 60 élèves, 50 étaient incapables de distinguer, je répète, sur 60 élèves, 50. Donc, il n'y en a que 10 qui étaient capables de distinguer, en fait. Sur 60 élèves, 50 étaient incapables de distinguer dans une phrase la cause de la conséquence. Le cas est loin d'être isolé. À partir du moment où la grammaire n'est pas étudiée comme un système logique, les nuances de pensée qu'elle implique, concession, but, conséquence, ne sont plus comprises. C'est la raison même qui est atteinte. C'est la raison même qui est atteinte. Je me pose, c'est une question que je me pose souvent et que je pose souvent à d'autres, est-ce que ce monde a encore du bon sens? Or, l'abandon de la grammaire de phrase au profit de la grammaire de texte est une des grandes innovations introduites à l'école au cours des 10 dernières années et gravée dans le marbre par les programmes pour le brevet des collèges paru au bulletin officiel en septembre 1999. De quoi s'agit-il au juste? D'un renversement des priorités et des démarches. Au lieu de partir du mot et de la construction de la phrase pour découvrir le sens d'un texte, on part de ce texte pris globalement pour en rechercher l'organisation, la situation d'émission, bref, pour induire l'idée que tout écrit relève d'une situation de communication dans laquelle il faut déceler les intentions cachées de l'émetteur. Les résultats de ces expérimentations douteuses, ils commencent à apparaître au grand jour avec l'arrivée dans l'enseignement supérieur et la vie professionnelle des premières générations à avoir subi ce qui s'apparente le plus souvent à un lavage de cerveau. Rappelons simplement cette réflexion de Guy Debord dans son commentaire sur la société du spectacle. La dissolution de la logique est la perte de la possibilité de reconnaître instantanément ce qui est important et ce qui est mineur ou hors de la question. Ce qui est incompatible ou inversement pourrait bien être complémentaire. Tout ce qu'implique telle conséquence et ce que, du même coup, elle interdit. Un élève ainsi dressé se trouvera placé d'entrée de jeu au service de l'ordre établi. Je relis cette phrase. Un élève ainsi dressé, le mot dressé, un élève ainsi dressé se trouvera placé d'entrée de jeu au service de l'ordre établi, alors que son intention a pu être complètement contraire à ce résultat. Il saura
pour l'essentiel le langage du spectacle, car c'est le seul qui lui est familier, celui dans lequel on lui a appris à parler. Il voudra sans doute se montrer ennemi de sa rhétorique, mais il emploiera sa syntaxe. Une non-pensée qui était jusqu'alors réservée, selon Guy Debord, aux crétins et militants, devient le lot commun, le produit de 10 années de scolarité obligatoire. Attaqué en français, massacré en calcul, la rigueur est foulée aux pieds. Et pourtant, on pourrait presque dire que le souci de cohérence et de logique est une exigence plus importante que le contenu des programmes. Mais dans l'enseignement des sciences, c'est avec une application quasi religieuse que les réformes successives ont organisé l'aurore pédagogique, au point qu'un rapport rédigé à la demande de la Fondation pour l'innovation politique par quelques mathématiciens et scientifiques parmi les plus prestigieux s'alarmait en novembre 2004 de l'aberration en cours. S'agissant du calcul, écrivaient ces éminents universitaires, nous constatons avec stupeur que, d'après les programmes Joutard publiés en 2002, l'apprentissage des 4 opérations qui débutaient autrefois dès le CP a été remplacé par une progression très lente proposant la seule addition au CP, avec une timide apparition de la soustraction en CE1 et une quasi-disparition de la division et de la multiplication sur les décimaux de tout l'enseignement primaire. C'est sidérant pour nous dans la mesure où il nous paraît que les nombres et les opérations sur les nombres ne prennent sens que les uns par rapport aux autres. Par exemple, le nombre 342 est bien 3 fois 100, 4 fois 10. Je relis. Le nombre 342 est bien 3 fois 100, plus 4 fois 10, plus 2. Dans les programmes qui étaient en place jusque dans les années 60, l'addition, la soustraction et la multiplication étaient abordées dès le CP. Et ces programmes de CP incluaient même la division par 2 et par 5. L'échec scolaire ne tombe pas du ciel, comme une plaie d'Égypte. Il est pensé, programmé, puis mis en œuvre tel un rouleau compresseur. Je relis. L'échec scolaire ne tombe pas du ciel, comme une plaie d'Égypte. Il est pensé, programmé, puis mis en œuvre tel un rouleau compresseur. Cette attaque systématique contre la logique n'est malheureusement qu'une première étape. Elle s'accompagne d'un développement à l'école primaire, puis au collège, de toutes sortes d'activités qui n'ont d'autre but que de distraire l'enfant, de l'ouvrir sur le monde, dans ce lieu de vie qu'est l'école, c'est-à-dire de jouer le même rôle que la télévision plantée au milieu du salon, faire défiler des images dont on ne tire aucun sens. Le recentrage de l'école sur les fondamentaux, le triptyque lire, écrire, compter, est de ces vieilles lunes que les ministres de l'Éducation nationale brandissent avec ferveur. De Jacques Lang à Luc Ferry, pour aussitôt cautionner l'inflation des activités qui, sous prétexte d'enseigner autrement, n'enseignent plus rien du tout. Qu'une école primaire parisienne puisse recevoir en une semaine jusqu'à 17 intervenants extérieurs venant expliquer aux élèves l'archéologie régionale ou la culture du bonsaï est en soi fort sympathique, mais entraîne une conséquence directe. De 1946 à 1969, les instructions officielles prévoyaient 15 heures hebdomadaires de français au cours préparatoire. Il n'y en a plus que 9 aujourd'hui. Encore moins quand il faudra caser l'anglais et l'initiation à Internet, soit entre 396 et 594 heures de français en moins sur les 5 années d'école élémentaire, c'est-à-dire entre 1 et 2 années scolaires d'enseignement passées à la trappe. Aucun mystère aux difficultés des gamins aujourd'hui. Rien de magique, mais un simple calcul mathématique que refusent de faire les idéologues de la rue Grenelle. De la philosophie utilatériste.
Ça y est, j'arrive pas à le dire, moi. De la philosophie utilitariste. Comme quoi, moi aussi, il faut que il faut que je lise 2 fois plus. N'ayons pas peur de mettre les choses à la lumière. Voilà. Comme quoi, la lecture est un véritable exercice. Le fait de prêcher également, le fait de parler, tout ça, c'est du travail, en fait. Ça se fait pas tout seul. Je reprends. De la philosophie utilitariste. Les élèves ne lisent plus de livres. Ah tiens donc, comme c'est bien fait. Les élèves ne lisent plus de livres hormis ceux prescrits par leurs enseignants, quand il ne s'agit pas d'extraits photocopiés, ni quoi que ce soit qui ait une vocation autre qu'utilitaire. Ils ne savent pas écrire sans faute d'orthographe ou de grammaire. Ils ne savent pas situer Alexandre le Grand ou Jeanne d'Arc, encore moins Montesquieu, et ne comprennent pas un texte en français courant, pour peu qu'il soit antérieur au XIXe siècle. Mais tout va bien. Seuls 15 à 20% des élèves entrent en 6e sans savoir lire du tout. C'est-à-dire en butant sur chaque mot et ne comprenant pas un texte de base. Je relis. Tout va bien. Seuls 15 à 20% des élèves entrent en 6e sans savoir lire du tout, c'est-à-dire en butant sur chaque mot et ne comprenant pas un texte de base. Pas d'inquiétude, il suffit de rappeler régulièrement que l'école se doit d'être juste et donc de limiter ses programmes à ce que tous les élèves dans leur ensemble pourront assimiler pour se rassurer sur son appartenance au camp du bien. Au lieu de tirer tous les élèves vers les connaissances que transmet l'école, on la limite au plus petit dénominateur commun, ce que l'on baptise désormais le socle commun des indispensables. Dixit, le rapport Tello. On ignore dans les hautes sphères que l'inutile, c'est-à-dire les enseignements classiques, auront toujours un intérêt, même si leur contenu s'efface. C'est d'avoir formé l'esprit, de lui avoir inculqué une façon particulière d'aborder les problèmes. Je relis. On ignore dans les hautes sphères que l'inutile, c'est-à-dire les enseignements classiques, auront toujours un intérêt, même si leur contenu s'efface. C'est d'avoir formé l'esprit, de lui avoir inculqué une façon particulière d'aborder les problèmes. L'enjeu d'une langue, c'est celui de la pensée. L'argot, le verlan, la langue jeune, les messages SMS. T'es où? Avec la lettre T. Où? T'es où? Pour demander à une personne où elle est en fait. T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce? K-E-2-S. Tu. Plus loin, fait, et. A plus. A plus. Manifeste une dégradation de la langue de la population. Les phrases sont courtes. L'écriture est phonétique. C'est un langage pauvre et utilitaire. Les jeunes habitués à s'exprimer simplement par des « c'est cool » ou des « ça déchire » auront du mal à cerner les nuances des messages qui leur seront envoyés par un vieux. Il ne saura pas rendre compte d'une tâche, car il n'a ni les mots ni les pensées. Cette langue jeune fournira des chômeurs. Le langage ne sert pas à penser. Le langage, c'est l'expression même de la pensée. Parler, c'est penser. Apprendre à parler, c'est apprendre à penser. C'est apprendre les liens d'organisation de la phrase, temps et lieu. Causalité et conséquence. La grammaire n'est qu'une simple série de règles, c'est une réflexion, un apprentissage des modes de pensée inscrits dans une phrase. La langue n'est pas la libre expression du moi. La grammaire et l'écriture, c'est un contact avec le réel qui ne dépend pas de moi. Prendre ce problème à la légère, c'est laisser la jeunesse s'enfermer dans un ghetto linguistique. Natacha Polony fait encore à ce propos une fine remarque. Quand un jeune lance un c'est mortel ou une variante plus en vogue, puisque ce type d'expression se démode si vite, il peut vouloir dire c'est étonnant, c'est terrifiant, c'est exaltant,
c'est effroyablement ennuyeux, c'est passionnant, et bon nombre d'autres nuances de perception et de sentiments du négatif au positif. Mais l'interlocuteur, généralement, devine sans recourir au raisonnement ce qu'on veut lui transmettre par cette exclamation. Il devine parce que son propre ressenti est proche, parce que ses perceptions sont les mêmes, contrairement à celui qui n'appartient pas à la même sphère culturelle. Ce langage des cités, tant vanté pour son originalité, se révèle en fait un assemblage hétéroclite d'allusions et d'imprécisions, un lexique de baudruche sémantique qui repose essentiellement sur une opposition entre l'agréable et le désagréable, le plaisant et le déplaisant. Les mots se gonflent de significations diverses, qui ne seront plus explicités, et donc plus analysées comme différentes. C'est cool ou c'est pas cool, la précision n'a pas lieu d'être dans ce contexte. Chaque mot couvre des champs considérables et parfois même contradictoires, ce qui aboutit à un aplanissement et donc à une usure rapide du vocabulaire. Le partage ne se fait que sur une absence, celle des moyens pour exprimer une réalité plus complexe. L'information convoyée par le langage est de plus en plus faible et les conversations de plus en plus redondantes. Le contraire donc de ce qui caractérise un apprentissage du langage est qu'Alain Bantolina décrivait ainsi lors d'une intervention à la Sorbonne en 1996. Le chemin qui mène à la maîtrise de la langue peut se résumer de la façon suivante. C'est le passage d'un état dans lequel on s'adresse à des gens que l'on connaît fort bien pour leur dire des choses qu'ils savent déjà, à un état dans lequel on s'adresse à des gens qu'on ne connaît pas pour leur dire des choses qu'ils ignorent. Autrement dit, la pauvreté linguistique ne pose aucun problème tant que l'on reste dans son ghetto. Elle aurait même tendance à être valorisée. Mais dès que l'on s'éloigne, dès qu'il faut quitter l'univers de la connivence, la carence devient criante et la barrière sociale s'érige. Le fléau médiatique. Les jeunes adoptent donc majoritairement la forme binaire du langage, traduisant essentiellement du ressenti et laissant de côté les nuances et la capacité de distinguer. Ils l'adoptent parce qu'ils sont ados, libres et rebelles. Un rapport à la mode avait d'ailleurs pour refrain « Inconscient et jeune, vivre sans gêne, ça, c'est le son qu'on aime ». La publicité, le monde des stars, exploite financièrement cette faiblesse de la jeunesse, les enfermant toujours plus dans leur monde, les éloignant du monde des adultes. Les jeunes, par leur panoplie, vêtements, nourriture, musique, langage, veulent affirmer leur personnalité. En fait, ils affichent leur carence. Seule la démission de l'autorité permet cette faillite de la transmission. L'influence médiatique est dévastatrice. Les programmes destinés à la jeunesse brillent par leur absence de réflexion. Pour attirer le jeune à regarder le programme sans zapper, les médias se mettent à son niveau et l'incitent à rester dans sa bulle. Un jeune passe en moyenne un minimum de 3 heures par jour devant la télévision. Or, dans 9 cas sur 10, la télévision n'a qu'un seul moyen de jouer un rôle culturel positif, c'est de rester éteinte. Inculquer sa bonne utilisation chez les enfants, cela veut dire plus simplement éteindre la télévision, parce qu'il y a mieux à faire. Les parents qui se servent habituellement et à longueur de temps de la télévision comme d'une nounou électronique abdiquent le rôle qui est le leur d'être les premiers éducateurs de leurs enfants. En effet, ce flux continuel d'images agglutinées sans ordre dans la mémoire est un obstacle à l'exercice de l'intelligence qui n'a ni le recul pour appréhender la réalité des choses, ni l'ordre pour la juger. La télévision, c'est la satisfaction facile. On zappe, on vit, selon le caprice et la pulsion du moment.
Elle endort la volonté et l'emprisonne dans un dégoût habituel de l'effort et de la concentration. Aux USA, dans les années 1980, toutes chaînes confondues, il y avait en une journée une scène brutale toutes les minutes, une érotique toutes les 30 minutes, un meurtre toutes les 45 minutes et 400 000 spots publicitaires qui pouvaient vous éclater en pleine figure. Je relis. Cette information, elle est importante. Aux USA, dans les années 1980, toutes chaînes confondues, il y avait en une journée une scène brutale toutes les minutes, une érotique toutes les 30 minutes, un meurtre toutes les 45 minutes et 400 000 spots publicitaires qui pouvaient vous éclater en pleine figure. En 1980, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans. Il y a 45 ans maintenant. Donc, c'est dire aujourd'hui. Les pubs ou clips ne restent pas plus de les pubs ou clips ne restent pas plus de 2 secondes par plan. Leur rythme est épuisant, leur excitation constante, leur répétition abrutissante, leur but hypnotisé, faire sauter l'attention du sujet, démolir sa capacité de réflexion pour mouvoir sa volonté et influencer son choix. La télévision, c'est la société de consommation et de loisirs. C'est la distraction permanente. Se distraire de quoi? De son devoir social, familial, scolaire, religieux. Avec la télévision, on ne pense plus. On s'émeut et on s'émeut d'un monde toujours plus virtuel. Je relis cette phrase. Avec la télévision, on ne pense plus. On s'émeut et on s'émeut d'un monde toujours plus virtuel. Mais comment ne pas frémir à la pensée que par la télévision puisse pénétrer dans la maison elle-même cette atmosphère de matérialisme, de sottise et d'hédonisme que l'on respire trop souvent dans la salle de cinéma. Vraiment, on ne pourrait rien imaginer de plus fatal aux forces spirituelles de la nation, si devant tant d'âmes innocentes au sein de la famille elle-même devaient se répéter ces impressionnantes révélations de plaisir, de la passion et du mal, qui peuvent ébranler et ruiner pour toujours tout un édifice de pureté, de bonté et de saine éducation individuelle et sociale. Cette boulimie d'audiovisuel fait de la télévision l'instrument favori de la révolution. Son succès, son attrait, sa facilité lui donnent une autorité artificielle, vue à la télé, qui corrompt l'autorité naturelle du chef de famille et l'autorité légitime de la cité, temporelle et spirituelle. Les guignols de l'info en sont un triste exemple. Au nom de la fantaisie, de la modernité et de la liberté d'expression ou de l'humour, on détruit. Son principe est de ne respecter aucun principe. Liberté. Cela amuse les jeunes. L'oral et l'écrit. L'éducation nationale marche dans le sens des médias. Le dogme appliqué depuis les années 70 à tous les niveaux de l'institution a sévi. Professeurs, vos élèves ne vous comprennent pas quand vous parlez votre langue. Adaptez-vous à la leur. Pour les tout petits, surtout pour ceux qui n'ont pas chez eux des parents qui les confrontent à la langue française, la perte est irréparable. Quand un enfant commence à déchiffrer les sons pour lire les mots, il associe le résultat de son déchiffrage à un sens connu dans son dictionnaire mental. Si le dictionnaire mental est trop pauvre, si chaque mot rencontré se heurte au vide, à l'inconnu, la lecture n'est plus comprise comme un moyen d'atteindre le sens et l'enfant renonce à ce qui lui apparaît comme inutile. La maternelle est donc le lieu où devrait se préparer la rencontre avec la langue écrite, par l'emploi d'une langue exigeante et la lecture à haute voix d'histoires mobilisant cette langue. Lorsqu'un étudiant de première année emploie des termes d'un grand relâchement du genre « il se prend une claque » au lieu de « il reçoit une gifle », cela veut dire que depuis la classe de 6e et en tout cas depuis la classe de seconde,
on ne pense pas qu'il soit nécessaire de corriger l'expression écrite ou orale. Quelle importance m'a dit un jour l'un de mes collègues, si l'exposé était bon. L'absence de rigueur dans l'enseignement de la langue, tant orale qu'écrite, a des conséquences incalculables. Laisser croire à des jeunes qu'un mot envoie un autre, c'est leur inculquer l'idée que le langage est une inflation inutile et que le sens pourrait être distingué de la forme des mots, alors même qu'on est en train d'en détruire le sens. Je relis cette phrase. Laisser croire à des jeunes qu'un mot envoie un autre, c'est leur inculquer l'idée que le langage est une inflation inutile et que le sens pourrait être distingué de la forme des mots, alors même qu'on est en train d'en détruire le sens. Le phénomène est amplifié par la valorisation croissante de l'oral dans l'institution scolaire. Le processus a été admirablement analysé par le collectif Sauver les lettres. Dans leur petit livre édité par Textuel, Sauver les lettres, des professeurs accusent. Auparavant, expliquent ces enseignants entrés en résistance, l'oral était une activité qui était menée en parallèle avec l'écrit. Mais depuis un certain nombre d'années, on a vu se répandre une condamnation plus ou moins explicite de la culture scolaire fondée sur l'écrit. Ce discrédit jeté sur l'école et sa prétendue survalorisation de l'écrit ont par exemple conduit Ségolène Royal à appeler dans les écoles primaires à une pratique accrue de l'oral, présentée comme facteur d'égalité ou de justice sociale. L'enfant apprend à parler sans apprendre la grammaire. Or, cette suppression de toute complexité dans les formes grammaticales a signé la mort du subjonctif et détermine également la généralisation du tutoiement. Le vouvoiement nécessite une meilleure connaissance de la langue, puisqu'il sollicite des formes plus complexes. La simplification de la langue entraîne une simplification des rapports. Le vouvoiement induit une distance entre les interlocuteurs qui est à l'opposé de toute connivence factice. Il implique un respect mutuel en même temps qu'une différence. Vous n'êtes pas mon semblable, quelque chose nous sépare. Mais je m'adresse à vous et nous nous comprenons. Le vouvoiement a été victime d'une abolition. Le vouvoiement a été victime d'une abolition des hiérarchies au nom de l'égalité et des valeurs démocratiques. Belle utopie que de changer les mots sans changer la réalité. Moralité. Les situations de domination n'en sont que plus conflictuelles, parce qu'implicites, non assumées, et parce que les hiérarchies sont vécues comme illégitimes et dégradantes. Mais surtout, alors que le vouvoiement dispose la personne à s'adresser à quelqu'un de distant, vis-à-vis duquel il faudra expliciter ses pensées, ses arguments, le tutoiement installe cette connivence qui incite à l'approximation, puisque l'on est du même monde, et que l'on se comprend naturellement, puisque cela va sans dire. Comment s'étonner devant ces choix de l'éducation nationale que les jeunes ne lisent plus? Ça prend la tête, disent-ils. Lire est une plongée vers l'inconnu. Or, les jeunes habitués à percevoir un message sans avoir à le déchiffrer, parce qu'il est connu d'avance, ne voient aucune raison de se donner la peine de se plonger dans un livre. Mais ils seront également incapables de débattre d'un sujet en dehors de l'alternative j'aime, pas, ou c'est bien, c'est pas bien. Une petite minorité défavorisée. Non, des jeunes bacheliers, des diplômés de l'enseignement supérieur, des futurs cadres sont aussi concernés. Le langage publicitaire. Les conseillers en communication des candidats politiques conseillent pas plus de 400 mots de vocabulaire. Au-delà, les lecteurs zapperaient inévitablement. Cette communication-là ressemble fort à celle du cirque. Des jeux et du pain. Les hommes politiques s'expriment donc dans le style publicitaire qui fait avant tout appel à l'émotion et aux pulsions. Il s'agit de susciter un besoin qui n'existait pas, de créer un désir.
Le marketing des entreprises a lui aussi suivi le pas. Il n'est plus aujourd'hui fondé sur un discours rationnel, comparatif, vantant les bienfaits d'un produit par rapport à d'autres. Il affiche des valeurs, celles qui sont censées porter la marque du produit. La publicité ne porte plus sur le produit, mais sur le sujet à conquérir. Ainsi, la publicité d'une BMW titre principalement le dynamisme, un de vos traits de caractère. BMW, une nouvelle philosophie de vie. Volvo, lui, titre la nouvelle Volvo XC90, être soi-même. Laurent Perrier, titre l'art d'être soi-même. Christian Dior, j'adore le féminin absolu. Rien sur l'objet ou la réalité. Tout porte sur le sujet. Or, l'école tend elle-même à adopter les modèles de la communication publicitaire. Il s'agit de se vendre, de séduire, du côté de l'élève comme de celui du professeur. On ne part pas du principe que le savoir est un bien honnête qui mérite effort et sacrifice, et que l'élève, même s'il peine à apprendre, même si l'objet de l'apprentissage lui semble lointain, en comprendra plus tard l'intérêt et même l'utilité. Mais on estime que le professeur doit lui vendre le savoir. Regarde mon enfant, comme ce que je t'apprends est utile ou plaisant. C'est grâce à ce savoir que tu obtiendras un diplôme. La langue te sert pour écrire tes lettres de motivation. Aucune gratuité. Le savoir pour savoir et se parfaire est passé de mode. Je relis. Le savoir pour savoir et se parfaire est passé de mode. Il faut du rentable. Il s'agit donc de donner à l'école une utilité économique concrète et faire en sorte que l'élève puisse trouver un emploi. Est-il utile pour trouver un emploi d'avoir lu Le Misanthrope de Molière ou de connaître l'histoire de la guerre de 100 ans? Faut-il perdre son temps encore à l'enseigner? La technologie et l'anglais de communication internationale ne sont-ils pas plus utiles? À l'école de la rentabilité, les mathématiques abstraites, l'histoire ancienne et la littérature sont évidemment mal vues. D'où leur éviction progressive rendue nécessaire par le fait que l'élève consommateur les refuse. Cela ne l'intéresse pas, ça ne le motive pas. Quant au manuel scolaire de collège, il intègre ce qui plaît aux jeunes. Quant au manuel scolaire de collège, ils intègrent ce qui plaît aux jeunes. Harry Potter remporte un triomphe. On lui ouvre les manuels de quatrième. Les classiques de la littérature peuvent dormir dans les greniers. Face à l'élève client usagé, il faut s'adapter ou mourir. Il faut ménager sa susceptibilité, s'intéresser à son identité, à ce qu'il est ou croit être. Pas de communication réussie sans une analyse de la cible. Remarquons au passage cette mode paradoxale de Harry Potter et de ses 600 pages pour des enfants qui n'aiment pas lire. Je relis. Remarquons au passage cette mode paradoxale de Harry Potter et de ses 600 pages pour des enfants qui n'aiment pas lire. Ceux qui connaissent Harry Potter avec une lecture justement spirituelle chrétienne, voilà, il y a certaines références qui justement sont tout sauf chrétiennes. Et pas forcément divines. Ce succès foudroyant, qui fait de son auteur la troisième femme la plus fortunée de Grande-Bretagne, s'explique en partie parce que des millions d'enfants ont trouvé dans ce héros légendaire un modèle d'identification sans précédent. Or, comme par hasard, Harry Potter est un orphelin, sans père, et donc sans rapport équilibré au réel. Je relis. Comme par hasard, Harry Potter est un orphelin, sans père. On peut dire sans père avec un P majuscule. Et donc, sans rapport équilibré au réel, sans repère. Doté de pouvoirs magiques. Tiens donc. Et il ne doit apprendre qu'une chose, maîtriser toutes les formes de sorcellerie pour assumer un
pour assumer un destin délirant hors des réalités quotidiennes. Je relis. Or, comme par hasard, Harry Potter est un orphelin sans père et donc sans rapport équilibré au réel, doté de pouvoirs magiques, et il ne doit apprendre qu'une chose, maîtriser toutes les formes de sorcellerie. Donc, Harry Potter, c'est de la sorcellerie, pour assumer un destin délirant hors des réalités quotidiennes. Donc voilà, occultisme. Il faut, remarque André Bergevin, être attentif aux modes de notre époque. Elles sont généralement lourdes de sens. Je relis ce que disait André Bergevin. Il faut être attentif aux modes de notre époque. Elles sont généralement lourdes de sens. Ça, c'est sûr. Nul hasard. Tout a une explication. La haine du passé. De telles théories ont des conséquences incalculables sur la conception même du rôle de l'enseignant. Il n'est plus là pour transmettre. Il n'est plus face à l'élève. Il n'est plus le maître. Il est l'égal de son élève. Il respecte la liberté de son élève. Ils regardent tous les deux dans la même direction. C'est une utopie. C'est un renversement de valeurs. C'est une révolution. Revolver. Retourner. L'individu est roi. Le jeune doit lui-même construire son savoir. L'individu est roi. On parle souvent de ces enfants rois. Il ne faut surtout pas éduquer, surtout pas faut rien leur dire au jour d'aujourd'hui. L'individu est roi. Le jeune doit lui-même construire son savoir. Plus de transmission, plus d'héritage. On comprend la disparition du grec et du latin du système éducatif. Ces langues mortes servent à communiquer avec nos ancêtres. Et leur structure à déclinaison. Je relis cette phrase. Ces langues mortes servent à communiquer avec nos ancêtres. Et leur structure à déclinaison. L'effort thème version former les esprits à la rigueur et à l'esprit de déduction. Tout cela est jugé inutile aujourd'hui, l'époque actuelle étant le stade ultime de l'histoire humaine, l'aboutissement radieux du cheminement de l'humanité vers la démocratie, le progrès et la consommation. Pourquoi rappeler par l'étude du passé que les civilisations sont mortelles? J'en lis, cette phrase qui a pleine de sens. Pourquoi rappeler par l'étude du passé que les civilisations sont mortelles? Les frises chronologiques qui ornaient autrefois les salles de classe ont disparu. C'est le nombrilisme, l'éradication de la chronologie. Le programme d'histoire est saboté. On n'entre pas dans les détails, on zappe. Quelques flashs, et quels flashs! En ce domaine, l'éducation nationale semble souffrir soit de troubles de mémoire, soit d'une mémoire sélective. Un simple exemple. Tout le monde connaît le massacre qui eut lieu le jour de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. Tous les manuels parlent de ce règlement politique pour n'en retenir surtout qu'un élément. Des catholiques tuent des protestants. Là, on en parle avec beaucoup de détails, et c'est normal, cela fait partie de l'histoire de France. Mais pourquoi, quand on aborde les massacres de septembre 1792, nos manuels deviennent-ils peu loquaces? Le 2 septembre, les patriotes vont massacrer sans jugement, sans nuance, plus de 1400 personnes, presque toutes catholiques, au Carme, à l'abbaye, où en moins de 2 heures, 120 prêtres tombent avec l'archevêque d'Arles, à la conciergerie, au temple. Le 3 septembre, 76 prêtres périssent au séminaire Saint-Firmin. Il est vrai que quelques jours auparavant, Danton s'écriait
à la tribune. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Le 6 septembre, Paris se calme pour laisser place à la province. Le comité de salut public enverra à toutes les municipalités une circulaire. La Commune de Paris s'est vue dans la nécessité de se servir de la puissance du peuple, lequel n'a rien négligé pour bien mériter de la patrie. Actes de justice qui lui ont paru indispensables pour retenir par la terreur les légions de traîtres renfermés dans ses murs. La nation s'empressera d'adopter ce moyen si utile et si nécessaire. Signé Marat et d'autres avec le contreseing de Danton, ministre de la Justice. Je relis. La Commune de Paris s'est vue dans la nécessité de se servir de la puissance du peuple, lequel n'a rien négligé pour bien mériter de la patrie. Actes de justice qui lui ont paru indispensables pour retenir par la terreur les légions de traîtres renfermés dans ses murs. La nation s'empressera d'adopter ce moyen si utile et si nécessaire. Signé Marat et d'autres, avec le contreseing de Danton, ministre de la Justice. Mais revenons au XVIe siècle. Quels sont les manuels qui nous disent que les protestants ont tiré des coups de feu sur l'hostie lors d'une procession du Saint-Sacrement à Orléans en 1561, qu'ils ont pillé le couvent des franciscains de Châteauroux et assassiné 2 religieux. En 1562, à Lyon, des Huguenots brûlent des reliques du corps de Saint Bonaventure. Quels sont les manuels qui nous parlent des Michelades, des protestants, le jour de la Saint-Michel, le 29 septembre 1567? Ferme les portes de la ville de Nîmes, se répandent dans les rues et tuent les catholiques qu'ils rencontrent. Ils pillent et brûlent ce qui est catholique, archives, objets du culte, religieux et laïques, au nombre de 200. Je relis cette phrase. En 1562, à Lyon, des Huguenots brûlent les reliques du corps de Saint Bonaventure. Quels sont les manuels qui nous parlent des Michelades, des protestants, le jour de la Saint-Michel? Ferment les portes de la ville de Nîmes, se répandent dans les rues et tuent les catholiques qu'ils rencontrent. Donc c'était le 29 septembre 1567. Ils pillent et brûlent ce qui est catholique. Archives, objets du culte, religieux et laïques, au nombre de 200. Le 15 septembre 1569, le capitaine protestant Saint Côme prend Nîmes de nouveau, et c'est de nouveau une tuerie de 100 catholiques. Quels sont les manuels qui nous parlent des massacres commis à froid par les Huguenots sur des catholiques à Uzès, à Pont-Saint-Esprit, à Viviers? Si les protestants n'étaient qu'une petite minorité, moins de 4% de la population, cette minorité-là était fort bruyante et fort violente. Et cela depuis le début, puisque dès 1528, à Paris, rue des Rosiers, des calvinistes avaient décapité publiquement une statue de la Vierge Marie, acte de vandalisme qui bouleversa le peuple catholique d'alors. 1561, 1562, 1567, 1569 sont les détails qui peuvent peut-être expliquer 1572. La haine du passé, de ses nuances et de ses réalités est donc à l'œuvre à l'école. L'éducation nationale fixe ses dogmes. Elle ne transmet plus. Elle fabrique des jeunes entraînés à la récitation d'un catéchisme tolérant et citoyen. La jeunesse victime d'une idéologie en faillite. Le résultat ne peut être qu'un massacre scolaire. Les tests d'évaluation d'entrée en 6e de l'année 1996, correspondant à la génération entrée au CP en 1991, datent de la mise en application de la loi d'orientation de 1989, avaient été catastrophiques.
Ils furent modifiés ainsi que le brevet en 2000 et le bac français en 2002 pour permettre à une classe d'âge dénuée de tout esprit logique et de toute capacité de raisonnement, privée de syntaxe et de vocabulaire, de ne pas devenir l'épreuve vivante de l'échec du système. On masque la réalité sous le prétexte de la spontanéité et de la créativité de ces jeunes qui savent déjà tant de choses puisqu'ils regardent la télévision et surfent sur Internet. On refuse de constater la décrépitude de la raison. Les réformes poursuivies au nom du progrès et de l'égalité ont décimé l'héritage. L'éducation nationale ne transmet plus le patrimoine. Elle fournit de plus en plus des diplômes vides. Elle fabrique des générations d'illettrés. Quand un étudiant de Sciences Po peut décrire dans sa copie que la rumeur se répand par la bouche à bouche, on se demande où est l'élite de France, s'exclame Natacha Polony. Je relis cette phrase. Quand un étudiant de Sciences Po peut décrire dans sa copie que la rumeur se répand par la bouche à bouche, on se demande où est l'élite de la France, s'exclame Natacha Polony. Notre société démocratique fait entrer à l'université des étudiants qui n'ont pas le niveau requis. Le niveau des élites s'effondre. Certains spécialistes s'en vont, car en France, on ne peut pas exercer son métier correctement, déclare Claudia Moati, spécialiste de la Rome antique. Par idéologie, par indifférence, on prive la jeunesse française de sa culture, de son intelligence, de sa langue, de son histoire, bref, de son être. La France joue avec son avenir. Je répète, la France joue avec son avenir. Les jeunes étudiants qui ne savent pas ce que représente le symbole de la colombe tenant un rameau d'olivier, ou situe Picasso au 15. J'en lis cette phrase. Les jeunes étudiants qui ne savent pas ce que représente le symbole de la colombe tenant un rameau d'olivier ou situant Picasso au XVIIIe siècle, ou qui n'ont jamais lu une ligne de la chanson de Roland, ne sont pas du tout issus du milieu défavorisé. Sur les bancs de l'université, de plus en plus d'enseignants se trouvent confrontés à des étudiants qui ne possèdent pas les bases du domaine d'études choisies. Ils sont parfois incapables de manier l'argumentation et la réflexion, et démunis d'intérêt pour tout ce qui ne présente pas une utilité immédiate. Un enseignant en classe préparatoire à l'agrégation de biologie constate: ce qu'ils écrivent dans les copies est juste, si l'on isole chaque proposition. Mais le discours général est incohérent, privé de logique, et ces jeunes gens postulent pour un concours d'enseignement. Encore une fois, je me pose la question, est-ce que ce monde a encore du bon sens? Difficulté à élaborer un raisonnement et absence totale de culture générale. Le diagnostic est partout sans appel. Au point qu'en 2004, la prestigieuse école du Louvre s'est vue contrainte d'annoncer l'organisation de cours de culture générale pour ses étudiants de première année. Ceux qui ont réussi le concours d'entrée, les meilleurs parmi tous ces candidats, se destinant au métier d'art, connaissent si peu la littérature grecque et latine, les récits bibliques, qu'ils restent muets devant un tableau classique de la peinture occidentale. Il y a quelque chose qui n'est plus transmis dans notre société. Les générations se succèdent et se comprennent de moins en moins. La jeunesse est inculte et sans repère. Je relis cette phrase. Il y a quelque chose qui n'est plus transmis dans notre société. Les générations se succèdent et se comprennent de moins en moins. La jeunesse est inculte et sans repère. Communication ou transmission. Le débat a supplanté l'enseignement. Plus de hiérarchie des savoirs. Tous les discours se valent.
et se confondent dans un désordre qui les place sur un pied d'égalité. L'animateur Jean-Pierre Foucault égale l'écrivain Jean-Baptiste Pauquelin. Dixit Molière. On ne transmet plus, on dialogue. On ne réfléchit plus, on communique. L'information a détruit la transmission. Question de temps. La transmission implique lenteur et maturité. Elle est de l'ordre de l'instantané, de l'immédiat, et joue sur la réduction de l'espace. Question de réception surtout. La communication implique l'intégrité du récepteur, qui est l'égal de l'émetteur. La transmission opère une modification du récepteur. Elle l'amène à quelque chose. En cela, elle est un acte politique et non technique. Pour communiquer, il suffit d'intéresser, écrit Régis Debray dans son livre Transmettre. Pour bien transmettre, il faut transformer, sinon convertir. L'acte de transmettre est un acte de bâtisseur, contraire à l'idéologie démocratique. On se voile la face en espérant que les nouvelles technologies de l'information et de la communication introduites dans l'enseignement seraient libératrices, puisqu'elles mettent l'information brute à disposition de tous. Erreur fondamentale dans la mesure où le flot d'informations qui circule sur Internet et dans les médias n'est réellement accessible, c'est-à-dire synthétisable et compréhensible, que par ceux dont le cerveau a été au préalable formé, préparé au traitement de ces informations. Une publicité pour Canal Satellite titrait en gros « Encore plus d'infos ». Vos deux yeux peuvent maintenant voir 174 chaînes dans le monde. Progrès? Absurdité. Bien sûr, sous un certain point de vue, les nouvelles technologies sont un véritable progrès technique et matériel. Mais pourquoi occulter la contrepartie de ce progrès? Le fax, le portable, le TGV, le PC, tout va toujours plus vite, mais la faculté d'attention d'un homme, elle, n'a pas changé et ne changera pas. Le temps d'attention de l'homme n'a pas progressé en fonction de l'avancée technique. Fatigue, nervosité, dépression. Le progrès technique n'entraîne pas toujours proportionnellement le progrès humain. Ce n'est pas parce que je voyage à 300 km/h en train que je profite moins de mon voyage fait en avion à 900 km/h, ou plus que mon voyage fait à pied à 6 km/h. D'Archimède à Estaing, la vitesse de transmission d'un message nerveux n'a pas progressé. 120 mètres, alors je connais pas 120 mètres secondes max. Car la nature humaine n'a pas changé. Je répète, la nature humaine n'a pas changé. Certes, on maîtrise mieux la nature, mais l'homme se maîtrise de moins en moins. On s'extrait de plus en plus du temps et de l'espace. Le temps qui fait l'histoire est aboli. Le temps de la transmission, du passage, du relais devient intolérable. Il doit être nul. Ce pouvoir grandissant sur la durée et le lieu nous font perdre la tête et nous font oublier que nous serons toujours des créatures limitées. Donc, ni éternelle, ni toute puissante. Éternelle dans la chair, bien entendu. Je redis. Ce pouvoir grandissant sur la durée et le lieu nous font perdre la tête et nous font oublier que nous serons toujours des créatures limitées. Donc, ni éternelle, ni toute puissante. Mais si, bien sûr que après, c'est la chair qui n'est pas éternelle. Nous sommes corps, âme, esprit. Le corps n'est pas éternel, la chair n'est pas éternelle. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. L'âme, l'esprit est éternel. Cette tentation vieille comme le monde fut celle de nos premiers parents qui voulurent être comme des dieux, éternels et tout-puissants, mus par cette prétention inavouée. La jeunesse fuit de plus en plus le monde réel pour un monde virtuel. Tel cet élève de 3e qui se vantait d'être imbattable sur sa console de jeu, en simulation de Formule 1 à 200 km/h, et qui le jour où on lui prêta un vrai vélo, fit une violente chute à 15 km/h, au premier virage et à angle droit.
Du suicide collectif comme projet de société. On remarque aujourd'hui que la jeunesse n'a plus les moyens intellectuels et culturels de comprendre le monde qui l'a précédé et qu'ils ont un mépris pour les métiers qui font vivre une société. Soigner, nourrir, produire, planter, réparer, etc. Les jeunes n'aiment pas se heurter au réel. Seuls ceux qui sont ancrés et enracinés dans une réalité perçoivent le ravage dans la jeunesse. La déconnexion croissante du réel malgré une scolarisation croissante. La société se déracine de plus en plus. La mobilité du capital et l'émergence d'un marché planétaire y concourent. Le libéralisme économique a favorisé la production, la rentabilité, l'utilitarisme et a défavorisé le travail bien fait, le plaisir de produire un objet ouvragé. Les liens marchands se déshumanisent. La société ne se réduit de plus en plus qu'à son seul aspect économique. Niveau de vie, PIB par habitant, pouvoir d'achat, nombre de télé par foyer, etc. Nous sommes dans une société de consommation où le périssable doit se renouveler incessamment par du nouveau. La tradition des anciens n'est plus estimée sauf pour la fabrication du vin, du fromage ou du chocolat. Le changement est devenu une valeur en soi. Privés de mémoire, sans référence et sans nostalgie, n'ayant pas connu autre chose, les jeunes se satisfont facilement du monde présent, où l'individu se construit sans la moindre référence à ce qui l'a précédé, où le seul temps qui est court est celui de l'immédiateté et de la consommation. L'effort, le devoir, le respect, les règles de politesse appartiennent au passé. Je le redis. L'effort, le devoir, le respect, les règles de politesse appartiennent au passé. Effectivement, une chose que je dénonce de mon côté, que je mets en tout cas en lumière de mon côté, quand parfois des jeunes qui vivent sous notre propre toit ne sont même pas capables d'ouvrir la porte de leur chambre et nous dire un simple merci, un simple bonjour. En ce qui me concerne, personnellement, je fais des bonds sur ma chaise. Et je suis particulièrement attristé par ce que je constate. Les enfants vivent dans un monde jetable, où les objets et les idées sont susceptibles. Je relis. Les enfants vivent dans un monde jetable, où les objets et les idées sont susceptibles de se démoder aussi rapidement que les téléphones portables dont ils usent et abusent. C'est clair, on voit des jeunes qui sont devant leur écran de téléphone, je le vois de mes propres yeux, du matin au soir. Vivre dans l'instant est donc la passion dominante. Vivre pour soi-même et non pour ses ancêtres ou la postérité. Nous sommes en train de perdre le sens de la continuité historique, le sens d'appartenir à une succession de générations qui, nées dans le passé, s'étendent vers le futur. Notre société encourage l'individu narcissique, incapable de se situer verticalement dans une généalogie, incapable de dépasser les limites de sa propre existence. Cet individu-là, qui est le modèle offert à la jeunesse, ne connaît que l'horizontalité du réseau. Nulle verticalité, nulle succession, nul héritage. Effectivement, quand j'échange avec certaines personnes, avec certains collègues de travail, certaines autres personnes, je constate que ce qui est constaté au niveau de la jeunesse n'est pas un cas isolé, mais tend à se généraliser. C'est dramatique. C'est dramatique. Mais c'est surtout à ceux qui sont derrière les ficelles qu'on a à en vouloir. Je dirais que notre jeunesse est victime de tout ça, manipulée par tout ça. La notion de patrimoine lui est étrangère. Passe encore le patrimoine matériel, mais le patrimoine immatériel, intellectuel et moral. L'idée ne lui est pas venue de le considérer. C'est pourtant cela qui fait un homme. C'est d'ailleurs le sens de la vieille expression. Faire ses humanités. Cela voulait dire recevoir un enseignement qui a traversé le temps, chargé de valeurs universelles qui ont transcendé les lieux et les âges. Cela n'a été possible que parce qu'il manifestait d'une manière ou d'une autre
notre nature humaine, notre humanité, qui, elle, ne change pas. Homère, Thucydide, Platon, Aristote, Tacite, Plutarque, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, Bossuet, Racine, Corneille, Molière, Chateaubriand, Péguy, tous, dans leur genre, sont des classiques. Je relis cette partie. C'est d'ailleurs le sens de la vieille expression « faire ses humanités ». Cela voulait dire recevoir un enseignement qui a traversé le temps, chargé de valeurs universelles qui ont transcendé les lieux et les âges. Nos sociétés démocratiques ont engendré une étrange nouveauté. Les jeunes sont aujourd'hui considérés comme une identité figée, un état intouchable. J'aime beaucoup, un état intouchable. Il faut surtout rien leur dire, en fait. Alors que la jeunesse n'avait jamais été dans toutes les civilisations qu'un moment de la vie, un passage vers l'âge adulte. Pourquoi cette fiction? En assimilant la jeunesse à une classe sociale, ou tout au moins à un groupe fixe, on peut créer une culture jeune. Culture, le sens du mot culture, culte, culture. À quoi on voue un culte? Culte, culture. Il y a des cultes lumineux, mais il y a des cultes occultes, justement. On peut créer une culture jeune qui devient un marché formidable pour la société de consommation. Peu importe si en leur fournissant le moyen d'exprimer leurs différences ou de respecter les valeurs jeunes, on leur nuit. En appauvrissant la jeunesse, on la marginalise. Incapables de se situer dans la succession des générations, ils deviennent à la fois les premiers et les derniers. Avant eux, le néant, après eux, le déluge. Comme j'aime dire, il y en a qui sont plus vieux que leur grand-père, en fait. Certes, l'éducation nationale a bien conscience qu'elle doit se livrer. Je relis. Certes, l'éducation nationale a bien conscience qu'elle doit livrer une culture commune. Mais elle la réduit à une conception purement utilitaire. Il s'agit d'un apprentissage et d'une connaissance qui permettront à chacun de trouver un emploi et d'apporter sa pierre au merveilleux édifice de la machine économique en participant à la grande chaîne solidaire des consommateurs-producteurs. On bombarde le jeune d'informations sans lui apprendre à penser, à traiter, à analyser. On ne l'habitue plus aux exercices de l'esprit. Je relis, on ne l'habitue plus aux exercices de l'esprit. La vie de l'esprit suppose attention, concentration, silence, solitude, détachement par rapport au bruit, à l'éphémère et aux apparences. Je m'interroge, disait Marc Fumoroli de l'Académie française, sur l'aptitude réflexive de la foule des surfeurs qui s'ensevelissent dès l'enfance pendant plusieurs heures par jour devant l'écran d'Internet, mus par une curiosité qui n'a que peu de choses en commun avec la méditation des textes et l'exercice de la lecture. L'utopie démocratique mondiale du savoir risque d'être cruellement déçue et démentie. La bibliothèque sur Internet ne peut être que de consultation, non de réflexion. Aujourd'hui, ils savent cliquer, copier, coller, remplacer fichier et quitter. Et voilà comment on quitte de façon anodine la vraie vie pour une vie virtuelle. C'est un extrait du Figaro du 12 décembre 1998. Voilà, on est en 2025. L'homme a-t-il changé depuis la découverte de l'électricité? L'homme a-t-il changé depuis la découverte de l'électricité et l'invention d'Internet? Pourtant, on maintient la fiction d'une jeunesse ouverte et cultivée, sachant se servir des instruments de demain. Mais il est officiellement insupportable de rappeler que leur lecture et leur orthographe éprouvent des difficultés. On assiste à une trahison des élites, à l'abandon du devoir, à un refus de prendre ses responsabilités devant les faits. Les classes dirigeantes ont cessé de se battre pour transmettre à leurs enfants les valeurs et les savoirs
qui s'imposent à leur rang, et elles ont cessé d'y voir un devoir envers la société et leurs conditions. Aujourd'hui, la culture commune du jeune n'est pas le vase de Soissons, ni le baptême de Clovis, mais les potins de Love Story, les chansons de Star Academy, et dans le moins mauvais des cas, le film du dimanche soir. Ce qui unit aujourd'hui la population est la profession de foi démocratique. C'est mon choix. Voilà. L'être humain se veut une toute-puissance. On peut maintenir certes l'illusion d'une société unifiée, les jeunes sachant tellement mieux se servir de la souris que de leurs grands-parents. Cela n'empêchera pas la réalité d'exercer ses droits. Il n'a suffi que de quelques générations pour précipiter la fin de la splendide République de Venise. Quand il y a une rupture, la transmission du patrimoine ne peut plus se faire. L'héritage ne peut plus passer aux enfants. Comment espérer alors perpétuer une civilisation? Voilà pour cette première lecture, en espérant qu'elle vous a plu. De mon côté, je peux constater qu'effectivement, nous devons, et moi y compris, nous devons faire de gros efforts. Aujourd'hui, c'est clair qu'on est bombardé par tous ces écrans. On va lire facilement des articles sur nos réseaux sociaux, sur Internet, etc., sur Google. Mais déjà, ce sont pas des ouvrages complets. Je ferai un clin d'œil à mon frère aîné qui m'a toujours dit, lui de son côté, mais lire des livres, dans les deux sens. Lire des livres. Voilà. Encore une fois, dans les deux sens. Et je constate de mon côté qu'effectivement, jusqu'à présent, j'ai certainement pas lu assez de livres, ce qui fait que pour avoir une lecture beaucoup plus fluide pour chacun des lives que je vous fais, chacun des enregistrements que je vous fais, il va falloir vraiment que je mange du livre. Je le constate moi-même de mon côté. Comme quoi, les réseaux sociaux, ces écrans et tout ça, cette consommation d'informations rapide, ce fast-food d'informations peut avoir de réelles conséquences puisque je les constate également de mon côté. Voilà. Que j'ai un certain travail à faire pour retrouver une certaine fluidité dans la lecture de ce que je peux vous apporter ici. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.